Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Daniel Bensoussan-Bourstein, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J. Vous êtes journaliste au Cahier Bernard Lazare. Vous êtes également écrivain et c'est pour cela que j'ai le plaisir de vous recevoir pour un livre qui vient de sortir et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Ça s'intitule « La question séfarade, de la Dima à la colonisation ». Une mémoire qui dérange. Alors, ce que vous dites dans ce livre, la recherche que vous avez faite, c'est presque un livre d'histoire, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, puisque vous revenez sur toute l'histoire des Juifs du Maghreb et de leur relation avec les populations arabes de ces pays. Jusque-là, peu de choses avaient vraiment été écrites en profondeur sur ce thème et le livre, on le voit, il est paru aux éditions L'Artilleur, il est très conséquent et il est écrit d'une telle façon que même si on ne connaît pas le sujet, on apprend un nombre de choses assez incroyables. Vous revenez sur les idées reçues, vous revenez sur les poncifs, vous revenez sur ce qu'on croyait acquis et qui en fait ne l'est pas. Et vous allez nous expliquer ce matin pourquoi. Alors, Daniel Bensoussan-Bourstein, pourquoi ce livre ? Pourquoi effectivement la question séfarade ? C'est d'abord un constat par rapport à la situation actuelle de l'État d'Israël, oui, et à la coupure à laquelle on assiste de plus en plus entre une grande partie de la gauche juive américaine. On le voit avec tous les sondages qui nous viennent de New York, où Mamdani est le candidat préféré des Juifs, et qu'on ne peut pas comprendre cette coupure sans prendre en considération l'évolution actuelle depuis ces dernières décennies de l'État d'Israël. Rappelons simplement, enfin je le rappelle dans le livre... C'est-à-dire que pour vous, le destin de ces Juifs séfarades est lié directement à ce qui se passe en Israël. Oui, l'État d'Israël a changé. Ce n'est plus l'Israël des pères fondateurs. Oui. On peut considérer, et ce changement a pour sous-bassement un basculement démographique. Oui. Aujourd'hui, l'État d'Israël, la population juive qui compose l'État d'Israël, une courte majorité, effectivement, et il y a davantage aujourd'hui de juifs d'origine orientale, alors ce qu'on appelle les Mizrahim en Israël, en France on parle de séfarades, oui. sont aujourd'hui une population légèrement majoritaire, contrairement aux États-Unis, où les Juifs originaires du monde arabe et musulman aux États-Unis sont une infime minorité. On parle beaucoup d'eux dans le champ universitaire, notamment au sein des études postcoloniales, mais eux, en tant que tels, sont extrêmement peu représentés. Et le constat dont je pars, c'est qu'effectivement, c'est ce basculement démographique, mais ça, d'autres l'ont dit avant moi, qui permet de comprendre l'élection, le passage à droite en 1977 de l'État d'Israël pour la première fois, donc l'élection de Menachem Begin, qui a quand même été élu, rappelons-le, avec 4/5 des voix juives orientales, donc des Israéliens Mizrahim d'origine orientale, et la reconduction de la droite au pouvoir depuis plusieurs décennies. Alors, elle a plusieurs facteurs. Il n'est pas question de dire c'est parce que telle ou telle population. Ça, ce serait tout à fait absurde. Bien sûr. Mais parmi les multiples facteurs qui permettent d'expliquer cette constante à droite, il y a effectivement la dimension orientale. Je voudrais juste simplement citer un sondage. Bien sûr. D'une étude qui est parue en 2019 du Jewish People Policy Institute, dont il ressort que 72% des Israéliens d'origine orientale se définissent comme de droite pour 58% des Israéliens d'origine ashkénaze. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, c'est un facteur à prendre en compte. Voilà, et c'est aussi, je vous dis, un facteur à prendre en compte si on veut appréhender ce qui va se passer dans les années à venir avec le judaïsme américain, qui est la plus grande, avec Israël, la plus grande communauté juive dans le monde. Daniel Bensoussan-Bourstein, vous avez mis combien de temps à faire vos recherches et à écrire cet ouvrage ? Plusieurs années, peut-être, on peut dire 4-5 ans. Vous êtes tout jeune quand même, 4-5 ans. Voilà, 4-5 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, voilà, il faut que je fasse des recherches, il faut qu'on écrive sur ce thème ?
C'est ça que je me suis demandé aussi. Bon, d'abord, il y a des expériences personnelles. Oui. Alors, comme je vous disais, depuis plus de 15 ans, je travaille toujours au cahier Bernard Lazare, donc le cercle Bernard Lazare. Une expérience très personnelle, c'est que j'ai pu réaliser que les préjugés sur les juifs originaires du monde arabe n'avaient pas disparu. Ah oui. Tout à fait. Et notamment dans des milieux, entre guillemets, très progressistes. Il y avait un certain nombre de blagues, surtout, j'insiste, des milieux que j'ai fréquentés, que j'ai côtoyés. J'ai vu un certain, je le dis clairement. Parce que vous vous appelez Ben Soussan Bourstein, donc on sent bien que vous avez les deux origines. Oui, j'ai les deux, effectivement. Vous êtes séphardo-ashkénaze ou ashkénazo-séfarade, c'est à vous de choisir. Non, je ne choisis pas. Vous êtes les deux, voilà. Je ne choisis pas. J'aime beaucoup Renette Loranaise. Il se trouve que j'étudie aussi. Ça tombe bien. Vous le savez, j'étudie aussi le yiddish, vous le savez très bien. Donc, il n'y a pas de. Non, j'ai jamais. Il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Je pourrais pas choisir. Non, c'est un tissage. En tous les cas, donc vous avez fait une recherche vraiment très 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 poussée. Alors dans le titre de votre ouvrage, vous dites de la Dima à la colonisation, une mémoire qui dérange. Alors la Dima, ça fait l'objet de votre premier chapitre et on sait que les Juifs avaient un statut de dhimmi. Rappelez-nous. La Dima, c'est le statut qui est réservé à l'issue de la conquête arabo-musulmane. Donc ce n'est pas un contrat social, c'est un statut qui est imposé aux peuples qui ont été conquis donc par les arabo-musulmans au 1er siècle de l'islam. Et en l'occurrence, c'est réservé à ce que l'islam appelle les peuples du livre, Ahl al-Kitab, c'est-à-dire des peuples des religions qui ont reçu un livre reconnu lui-même par le Coran, mais qui n'ont pas reconnu Mohammed comme le sceau des prophètes. Et donc, pour marquer la distinction et l'infériorisation de ces non-musulmans qui ne sont tout de même pas des païens, la Dima donc, est un système de loi qui par un certain nombre d'interdits, notamment ne pas construire une maison plus haute qu'un musulman, enfin, tout un ensemble d'interdits qui marquent l'infériorisation en l'occurrence de ces populations, en l'occurrence des Juifs, dont les Juifs faisaient partie. Tout à fait. Et dans les 3 pays du Maghreb. Dans les 3 pays du Maghreb et au Mashrek également. Oui. Dans l'actuel Irak, l'actuelle Mésopotamie, en Syrie, en Égypte. Alors évidemment, c'est un statut qui a été appliqué de façon différente selon les époques. Il y a même eu des époques où on est sorti du cadre de la Dima, par exemple avec les Almohades, où là les Juifs, donc en Andalousie, en Espagne et au Maroc, ont eu le choix entre la conversion ou la mort. Donc là, on sort du cadre de la Dima. La Dima infériorise, mais elle ne condamne pas à mort. C'est quand même une différence. Oui, c'est important. C'est quand même important de le préciser. Il s'agit d'inférioriser, pas d'éliminer. Voilà. Mais alors, quand on entend justement ce statut de dhimmi qu'ils portaient tous, c'est-à-dire aucune égalité des droits avec les populations environnantes, c'est important de le rappeler également, comment se fait-il que les idées reçues qu'on ait entendues depuis toujours, enfin moi j'ai toujours entendu, on était les meilleurs amis de nos voisins, tout se passait bien, etc. En fait, non. D'abord, il faut savoir à quelle mémoire on se réfère. Oui. On a aujourd'hui aucun juif, ni parmi ni les juifs actuels vivants, ni nos grands-parents n'ont connu la Dima. C'est ça qui est très important. La Dima a été abolie à la faveur, on peut dire, à compter du 19e siècle, de la rencontre avec l'Occident. Oui. Ça s'est passé sur 2 plans. D'accord. Le premier plan, ce sont les réformes ottomanes, je reviens très vite là-dessus. Les élites ottomanes et aussi les élites tunisiennes, c'est important de le rappeler, ont été très influencées par la Révolution française. Donc il y a eu dans le courant du 19e siècle une abolition de la Dima. Et le deuxième facteur qui permet qui va mettre fin à ce statut, c'est la colonisation, en l'espèce en Algérie en 1830 et au Maroc en 1912. Voilà. Donc mais de cela a résulté un certain comportement tout de même. Est-ce que vraiment c'était un Eldorado ? Non. Et c'est ce qu'on voit dans votre livre. Non, ça n'a pas été un Eldorado. Il y a eu des périodes plus ou moins prospères, mais toujours dans le cadre de la Dima, c'est-à-dire toujours dans l'inégalité. Ça, c'est un point fondamental.
Et ce qui est très important, c'est que les Juifs, massivement, ont exprimé leur choix au moment de la colonisation. Très massivement, les Juifs se sont tournés vers l'Occident. Et ils n'ont pas... C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on leur a reproché. Quand vous prenez quelqu'un comme Ouria Boutelja, elle a tout un passage dans son livre « Les Blancs, les Juifs et nous », où elle s'adresse, elle dit « Vous, les Juifs séfarades, vous ne pouvez pas faire comme si le décret Crémieux n'avait pas existé ». Et c'est vrai que les auteurs dans la mouvance des colonias disent souvent le décret Crémieux a été imposé aux Juifs. C'est vrai qu'effectivement, les Juifs n'ont pas choisi spécifiquement le décret Crémieux, mais ils ont montré tout au long de leur histoire, durant toutes ces années de l'Algérie française, qu'ils étaient attachés au décret Crémieux. La grande mobilisation des Juifs. D'abord, l'extrême droite coloniale s'est battue contre le décret Crémieux. C'était le cas de Drummond, rappelons-le. Et à l'époque de Vichy, la communauté juive s'est mobilisée massivement pour remettre en vigueur le décret Crémieux que le régime de Vichy avait aboli. Donc, les Juifs au Maghreb, de façon massive, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite il n'y a pas eu des Juifs qui se sont engagés dans les luttes anticoloniales, mais c'est resté minoritaire. Et de façon massive, la tendance de fond, les Juifs ont choisi l'Occident. Voilà. Alors, justement, ça introduit votre deuxième chapitre, entre Shoah, Nakba et colonisation, une problématique qui prend forme laquelle ? C'est une problématique qui prend forme dès les années qui suivent la naissance de l'État d'Israël. Dans un certain nombre de milieux arabes, on voit se développer le discours suivant. La Shoah est un crime européen, ce que personne ne va contester. C'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Oui. Et c'est un crime européen dont on fait payer les arabo-musulmans, les Arabes, en l'occurrence les Palestiniens. Autrement dit, sous-entendu, il n'y avait aucune raison de créer un État d'Israël au cœur de l'espace arabo-musulman. Cet État aurait dû être créé en Europe, voire pas du tout, mais en tout cas certainement pas là où il se situe. Et ça, c'est un discours qui, dès les années 60, on en voit la trace. Et puis, ces dernières décennies... Il y a des documents, on le sait. Ces dernières décennies, on a vu apparaître un autre discours dans la filiation de celui-ci, c'est de dire la Shoah est un crime européen et la Nakba, d'une certaine façon, est un crime qui fait pendant à la Shoah, c'est-à-dire que les Juifs ont été les victimes de l'Europe, les Juifs européens en l'occurrence, donc durant le génocide. Alors on va rappeler quand même que la Nakba, c'est le terme que donnent les Palestiniens à la création de l'État d'Israël et c'est la catastrophe. Ça signifie en arabe la catastrophe, ça désigne leur exode, voilà. Oui. Et bon, beaucoup comment dire, le discours, ce que je vous disais, qui s'est développé, c'est donc les Juifs sont victimes de l'Europe et les Arabes étaient également victimes de l'Europe par le biais de la colonisation. Oui. Et avec la Nakba, ils auraient en quelque sorte été les victimes des victimes. Voilà. Et ça, c'est un discours qui a été développé aux États-Unis, à Columbia, à partir des années 80-90 par Edward Said, et qui a eu une influence considérable. Edward Said est un des pères de toute du postcolonialisme, et ça a une influence considérable pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans les universités américaines, où ce discours-là a peu d'écho en France, mais aux États-Unis, c'est un discours dans le milieu intellectuel qui a une certaine récurrence. Alors justement, on trouve tout cela dans votre livre. Nous, on va survoler un peu le contenu, mais j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à se procurer La question séfarade aux éditions L'Artilleur. Alors, des Juifs qui échappent à la persécution. Ça, c'est le constat, vous savez, d'Albert Memmi. Oui. En 1974, il publie Juifs et Arabes, et dans sa préface, il s'indigne, il dit « Mais finalement, on ne parle que du judaïsme européen, des pogroms en Europe, mais nous aussi, nous avons une histoire de persécution, et on ne nous entend pas. » Et en réalité, au cours de mes recherches, ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'est un discours très ancien. Des leaders de la communauté juive, par exemple en Tunisie, qui avaient subi des violences de la part de certains musulmans de leur voisinage, se sont battus en écrivant aux autorités françaises, donc à l'époque c'est la colonisation, pour faire admettre que ces violences-là devaient être qualifiées de pogroms. C'est notamment un texte que j'ai découvert de Victor Catan, je le cite, un leader communautaire important au moment de la Première Guerre mondiale en Tunisie, et qui s'adresse à Clémenceau et qui lui dit « Mais nous devons nous aussi être reconnus, les violences que nous avons subies, c'est aussi un pogrom, il n'y a pas de raison pour que le pogrom soit un terme réservé exclusivement à l'Europe. » Et ça aussi, c'est
c'est une problématique qui... Bien sûr. Et puis on sait que la Tunisie a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale et que s'il n'y avait pas eu le débarquement des Alliés, les nazis étaient déjà en train de construire des camps d'extermination sur le sol tunisien. Donc malheureusement, dans le malheur, ça crée des liens. Ça crée des liens, mais je vous parlais là de cette question du discours des Juifs qui échappent à la persécution. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les antisémites actuels reprennent à leur compte ce discours. Alain Soral, qu'on va pas, pas le présenter. Non, malheureusement. On avait fait tout un laïus. Certains de vos auditeurs le savent peut-être. Il avait à un moment donné publié un auteur juif antisioniste qui s'appelle Jacob Cohen, et il s'était lancé dans tout un discours. Alors d'abord, Alain Soral définit la dîma en disant dhimmi est un statut qui permet de faire du commerce. Voilà, c'est comme ça que lui le définit. Donc lui aussi, il est dans une vision finalement apologétique de la vie juive en terre d'islam. Il avait tenu un discours selon lequel juifs et musulmans finalement formaient un seul et même peuple. Et c'est seulement lorsqu'ils avaient été, disait-il, déportés par les sionistes qui étaient venus les chercher et les avaient déportés, arrachés de force, qu'ils s'étaient rendus compte de la supercherie. Donc c'est un discours qui est beaucoup récupéré aujourd'hui. Alors, l'harmonie brisée par l'Occident et la trahison des Juifs orientaux. De quelle harmonie parlez-vous ? C'est si vous voulez, c'est le prix à payer. Tout le discours sur l'harmonie, justement, que vous évoquiez au début. Oui. Nous avons toujours vécu en paix, c'était extraordinaire, etc. Il y a la question qui ne manque pas de surgir avec ce discours-là, et qui se retourne finalement contre les principaux intéressés, mais si tout se passait pour le mieux, pourquoi sont-ils partis ? C'est ça. C'est une vraie question. Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs discours qui émergent. Vous avez un premier discours qui présente ces juifs orientaux, les juifs des pays arabes, comme des pantins, qui finalement sont niés en tant que sujet d'histoire, c'est-à-dire finalement le colonisateur s'est joué d'eux, il leur a imposé le décret Crémieux, il les a déculturés par les écoles de l'Alliance israélite universelle. Ensuite, les sionistes sont venus, ils les ont déportés. Donc, on les nie comme sujet d'histoire. Donc, d'une certaine façon, on les renvoie à des mineurs. On en fait des mineurs. On en fait des gens qui ne sont pas capables de penser. Ça, c'est un premier discours. Et le deuxième discours sur lequel il faut revenir, parce que c'est quelque chose de très important, c'est un discours qu'on retrouve toujours aujourd'hui. On le voit sur Internet, dans les commentaires. C'est de dire... Les Juifs sont partis parce qu'il y a eu un complot du Mossad. Le Mossad a mis des bombes dans les synagogues, a fomenté des troubles un peu partout. On l'a dit pour à peu près tous les événements marquants. On l'a même dit pour l'assassinat de Raymond Léris, le beau-père d'Enrico Macias. Oui. On l'a dit pour le Maroc, mais le point de départ, pendant des années, ça a été l'Irak et l'attentat contre la synagogue Massouda Shem Tov. On a dit... Ça a été même l'objet d'un long débat en Israël. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert, il y a de ça à peine un an, dans un journal juif américain antisioniste, c'est important de le dire parce qu'on accuse Journal juif américain antisioniste, voilà, on a noté. Jurisprudence, voilà. Oui. Deux historiens juifs d'origine irakienne qui se définissent comme antisionistes, qui vivent à New York, Avi Shleim et Zvi Ben-Dor Benit, sont revenus là-dessus. Et Avi Shleim en particulier a dit... J'ai longtemps cru à cette thèse du Mossad qui avait posé les bombes, mais finalement non. Et il explique qu'il a découvert le nom de la personne qui avait placé la bombe, donc de l'attentat de la synagogue en 1951 à Bagdad. C'était un musulman sunnite. Et il dit, le facteur majeur, même si les autorités sionistes israéliennes ont pu instrumentaliser telle ou telle situation, le facteur majeur qui explique le départ des Juifs d'Irak, c'est les mesures d'hostilité de l'État irakien et d'une partie de la population musulmane. Voilà. Donc oui, c'est clair, ça a le mérite. C'est extrêmement clair et surtout, c'est d'autant plus important de le dire que c'est un discours qui a été tenu par un historien juif antisioniste et dans un journal juif antisioniste que très régulièrement, lorsqu'on parle de cette question, on est accusé, le discours qui a cours aussi beaucoup aujourd'hui, c'est attention, vous noircissez le passé juif en terre d'islam pour justifier l'État d'Israël et pour justifier disent-ils, sa colonisation actuelle, toutes ses politiques. Voilà, vous instrumentalisez une histoire à dessein.
Alors, Daniel Bensoussan-Bourstein, on sent votre passion pour ce sujet. On va pas avoir le temps d'évoquer tous les thèmes de votre ouvrage. Je le remontre pour ceux qui nous regardent. La question séfarade de la Dima à la colonisation, une mémoire qui dérange aux éditions L'Artilleur. Elle dérange toujours, cette mémoire? Elle dérange plus que jamais. Pourquoi? Elle dérange plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans un mouvement de fond qui vise à en finir avec l'État d'Israël. Et ça, on le constate, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas mon sujet. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui en finir avec l'État, prôner la fin de l'État d'Israël avec le discours des années 60. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire dans le monde de l'antiracisme généralisé d'aujourd'hui, on va mettre les Juifs à la mer. C'est pas possible. Ça ne tient pas. Même Rima Hassan, qui dépeint les Israéliens comme autant de barbes bleues, oui, dit dans le même temps qu'elle veut un État unique. Elle veut un État unique avec ses monstres, avec ses ogres, ses tueurs d'enfants. C'est paradoxal. Mais paradoxal. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, vous mettez les Juifs. En revanche, si vous faites passer l'idée que toute l'histoire judéo-musulmane, fondamentalement, hormis quelques petites exceptions, quelques petites anicroches de par-ci, par-là, c'est une histoire d'harmonie. Et que cette harmonie a été brisée par la rencontre avec l'Europe et aussi par le sionisme. Vous pouvez faire admettre à ce moment-là le projet qu'il serait judicieux de sortir de l'État juif pour en lieu et place un État unique judéo-arabe, puisque nous avons des siècles de coexistence qui démontrent que cet État-là sera la solution pour tout le monde. Les Arabes, dans cette optique, seraient heureux, ils recouvriraient leur souveraineté. Les Juifs, certes, auraient perdu leur souveraineté, mais ils seraient très heureux à l'ombre de l'islam. Vous savez, la charte du Hamas, 88, il faut relire l'article 31, c'est très clair. À l'ombre de l'islam, les disciples des trois religions, musulmans, chrétiens et juifs, peuvent vivre en harmonie. L'histoire est là pour le démontrer. À l'ombre de l'islam, c'est-à-dire sans souveraineté, sans sionisme, bien sûr, vous pouvez vivre. C'est-à-dire que l'esprit de la Dima, c'est très important, il a été aboli Elle perdure, oui. Les élites ottomanes l'ont aboli, mais pour un certain nombre de cadres religieux dès le 19e siècle, cette abolition a été un scandale. Et cette question de la Dima, elle revient un peu par intermittence. Dans les années 60, l'Istiklal, le parti nationaliste au Maroc, a mené une campagne violemment anti-juive de boycott des commerçants juifs. Et cette campagne a poussé un certain nombre de juifs au départ, alors que, à contrario, le roi, lui, protégeait les juifs de façon extrêmement claire. Mais Halal al-Fassi a eu ces mots terribles. Il s'en est pris aux juifs en disant « le juif marocain, le juif au Maroc n'est qu'un dhimmi ». Évidemment, le palais n'a pas tellement apprécié, il a été remis en place, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui revient... Qui perdure. Qui perdure, tout à fait. Pour découvrir toute cette histoire absolument passionnante qui remet les choses en place, eh bien, il faut lire La question séfarade, Daniel Bensoussan-Bourstein. Merci beaucoup pour ce livre important. Merci à vous. Vous venez quand vous le souhaitez sur Radio J et on termine cette jolie émission avec quelques notes de Renette Loranaise. Merci à vous, Daniel. Au revoir. Merci.